Je tiens que c'est une approche soi-disant descriptive, approximative seulement. La loi sur les investissements, pour certains, le code des investissements, pour d'autres, est le texte de référence qu'utilise la quasi-totalité des pays du monde pour promouvoir et réglementer l'activité de l'investissement sur leur territoire, couplé avec les accords internationaux d'investissement. Il constitue l'essence même du cadre juridique pour les investissements transfrontières. La pratique énonciative des États et des tribunaux arbitraux limite l'usage du mot investissement aux seules fins d'établissement de l'applicabilité et de la décision d'application d'un régime juridique particulier à des choses ou opérations économiques données. L'investissement au Maroc. Dans son discours adressé au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 11e législature, le roi a appelé à la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une nouvelle charte compétitive de l'investissement. Plus de 26 ans après l'adoption de la loi cadre 1895 formant charte de l'investissement, il est devenu impératif de procéder à une réforme de la politique de l'État en matière de développement et de promotion de l'investissement, en vue de l'adapter aux exigences du nouveau modèle du développement et au profit des mutations institutionnelles, économiques et sociales et technologiques qui s'opèrent à l'échelle nationale et internationale. Le constat, 26 ans après l'adoption de la loi cadre 1895 formant la charte de l'investissement et durant des années d'exercice, il y a des obstacles entravant l'attraction des investissements au Maroc. Les blocages dont souffre l'investissement au Maroc en général et l'investissement en étranger en particulier ne sont pas seulement liés à des entraves d'ordre matériel, à savoir l'insuffisance des infrastructures, la mauvaise application de la législation, l'inadaptation de l'environnement législatif et réglementaire, mais également à des facteurs que nous pouvons qualifier d'ordre non économique. En d'autres mots, nous parlons des facteurs immatériels, notamment politiques, organisationnels, éthiques,
culturelle. Ces facteurs combinés influencent très fortement la sphère économique. Parmi ces entraves, nous pouvons ainsi citer les insuffisances de l'éducation et la formation, l'esprit de la rente, les disparités sociales, les carences de l'administration, je parle de les lourdeurs de la procédure, l'inefficacité des institutions, la complexité des relations professionnelles. Donc, après ce constat, il vient ce qu'on appelle maintenant, et qui se discute maintenant, c'est le projet de loi cadre 03-22 formant charte de l'investissement. Cette réforme concerne l'investissement proprement dit que les mesures tendant à renforcer l'attractivité du royaume, s'inscrit dans le sillage des réformes structurantes innées. La facilitation de l'acte d'investir, la mise en œuvre de la régionalisation avancée, c'est-à-dire l'harmonisation du projet avec la régionalisation avancée. L'adoption de la charte nationale de la déconcentration administrative, la réforme des centres régionaux d'investissement, la création des commissions d'investissement, la simplification des procédures et des formalités administratives, la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement, le développement du partenariat public-privé et l'adoption de la loi cadre portant réforme de la fiscalité. Le lancement d'une réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publiques, le projet de loi cadre se base en même temps sur les recommandations contenues dans le rapport général de 2021 établi par la Commission spéciale sur le modèle de développement. Pour concrétiser la loi cadre 322 et nécessite des dispositifs de soutien. Ces dispositifs comportent un dispositif principal et des dispositifs spécifiques. Le dispositif principal vise à soutenir les projets d'investissement répondant à des critères définis, à réduire la disparité entre les régions. Les dispositifs spécifiques, ils tendent à soutenir les projets d'investissement à caractère stratégique, les très petites et moyennes entreprises et le développement des entreprises marocaines à l'international. Pour les modes alternatifs du règlement des conflits. D'abord, il faut voir avec la notion de règlement alternatif. Qu'est-ce que ça veut dire, le règlement alternatif? C'est l'ensemble des techniques juridiques, contractuelles, utilisées par les parties afin de prévenir ou de régler un litige sans avoir recours à la voie judiciaire pour faire trancher le litige. En ce qui concerne notion arbitrage, l'arbitrage, c'est convention par laquelle les parties s'entendent pour se mettre à un tiers le règlement de leur litige, né ou à naître en reconnaissant le caractère juridictionnel de la sentence. Notion de conciliation et de médiation. La conciliation et la médiation sont à la fois proches de l'arbitrage,
mais s'en distinguent nettement. La médiation et la conciliation se définissent comme des conventions par lesquelles les parties s'engagent en cas de litige à négocier avant de saisir le juge un arrangement amiable ou une transaction. La négociation peut être faite avec l'intervention d'un tierce, le médiateur ou le conciliateur. En ce qui concerne des avantages attendus de l'arbitrage et la médiation. Premièrement, la rapidité pour le règlement du litige. 2. Le caractère confidentiel, discret de la procédure. 3. La flexibilité de la procédure. 4. La compétence technique professionnelle des arbitres. Plus le soulagement de l'activité des tribunaux de l'État et même le coût de la procédure d'arbitrage. Comme vous connaissez, le procès devant les juridictions d'État ou les juridictions étatiques sont souvent plus élevés. Ce matin, le représentant du ministère de la Justice, il a déjà, dans son intervention, il a fait un aperçu sur la loi, ce qu'on appelle les nouvelles lois sur l'arbitrage et la médiation. Il a parlé de la loi 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle qui était publiée au bulletin officiel 7095 du 13 juin 2022. Je vais donner quelques nouveautés sur cette loi. C'est une loi très attendue par l'ensemble des professionnels. Cette loi est un outil pour les investisseurs désireux d'éviter les recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses. Cette loi constitue un texte juridique à part, entière, totalement séparé du Code de procédure civile. Cette loi a allégé les dispositions de l'article 327-40 du Code de procédure civile. Autre nouveauté, à mon avis, c'est l'introduction de sanctions pécuniaires à travers l'article 35 à l'encontre des parties ou des tierces qui refusent de présenter les documents originaux dont ils disposent à la sentence arbitrale. Cette loi est un pilier pour l'amélioration du climat des investissements au Maroc. En ce qui concerne la Camar, comme d'après son statut, la Cour africaine de médiation et d'arbitrage est une association sans but lucratif de droit international. Cette organisation africaine privée régie par la loi et par l'accord de la Conférence des Nations Unies sur l'arbitrage commercial international, son but est conforme à la déclaration du millénaire adoptée par l'Organisation des Nations Unies. Il offre des solutions alternatives au règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux et industriels à une échelle nationale et internationale. Comme il est mentionné dans son statut, il y a 12 chambres. La chambre numéro 1 concerne les litiges et les conflits des contrats commerciaux. Chambre 2 sur les conflits concernant l'immobilier et l'économie de construction. Chambre 3 sur les problèmes de l'ingénierie. 4 sur le tourisme. 5 sur la propriété intellectuelle. 6 concernant le maritime. 7
concernant l'environnement et la conservation du patrimoine architectural et culturel. 8, c'est les litiges et les conflits sportifs. 9, les conflits électroniques et numériques, etc. Je tiens à dire que la Camar, les membres de la Camar, vraiment, je vois devant moi des calibres. Je vois des bâtonniers, je vois des grands juristes, je vois des grands experts. C'est une plus-value à la Camar. Merci.